Je vais avoir 45 ans, quand j'ai créé la boîte, j'en avais 30. J'étais très streetwear, donc c'est vrai qu'on a démarré avec des Converse, des Levi's, des New Balance. On faisait beaucoup de guérilla, on était un peu des oufs. Puis effectivement, on a eu des gens comme Otakos qui ont vu le patrimoine, l'héritage qu'on avait, ils ont dit ok, mais nous le Graal, c'est de créer un concept. Est-ce que c'est influençable? Est-ce que c'est socialisable? Est-ce que c'est médiatisable? Est-ce que c'est RPisable? Quand j'ai la chance de prendre un verre, et il m'a accordé quand même 1h30, Hardisson. Et je lui dis est-ce que le zapping aujourd'hui, c'est pas le scrolling? Et il va me regarder et il me dit c'est vrai que t'as raison. Bonjour Mickaël, ça fait plaisir de te recevoir ici à Paris pour parler de ton livre Revolution Story qui vient de sortir aux éditions Jig-J. Tu es patron d'une agence de pub, Conceptory, et quand on dit agence de pub, c'est pas les agences de pub comme on peut le voir maintenant dans la nouvelle génération, publicité Facebook, etc. Toi, c'est la vraie pub, t'es un pubard, on va dire. Je suis un fils de pub, c'est comme ça qu'on démarre le livre, un enfant de la com, et effectivement, j'ai grandi là-dedans, j'ai fait mes classes, donc j'ai fait différents postes. Et aujourd'hui, je dirige un collectif d'agences qui s'appelle The Collective Story, donc l'histoire collective ou la collective de l'histoire, et dans lequel effectivement il y a 4 agences. Il y a Conceptory, qui est celle qui est la grande sœur, elle a quasiment 15 ans, ça vient de Concept et Story. Donc effectivement, c'est une agence de pub, de social media, d'influence, de brand content. On adore le storytelling. Il y a une deuxième agence qui fait de l'événementiel qui s'appelle 1788, donc c'est vraiment de l'event, expérience. Une agence digitale qui s'appelle Destory, et une boîte de production de contenu où là, on va faire des films, on va faire des podcasts, entre autres, qui s'appelle Storyn. Et donc, effectivement, The Collective Story, on adore l'histoire des marques. Et est-ce que tu peux nous présenter quelques marques avec lesquelles tu as travaillé? Parce que Conceptory, tu as bossé quand même avec des marques sympas. Il y a notamment, tu en parles dans le livre, tu parles de Otakos notamment, tu as commencé l'épopée Otakos à l'époque, la communication, tu as géré toute leur com digitale. Est-ce que tu as d'autres marques comme ça dont tu peux nous parler pour que les gens se rendent compte de l'importance que tu as avec Conceptory? Écoute, franchement, autant démarrer par le début. Je vais avoir 45 ans. Quand j'ai créé la boîte, j'en avais 30, si on compte bien. Et à 30 ans, j'étais très streetwear, très dans le rap game, toute ma culture. D'ailleurs, je le raconte dans l'intro, dans le livre. Et en ayant grandi là-dedans, je me suis dit, il faut que j'aille chercher des marques que je connais, qui me ressemblent. Donc c'est vrai qu'on a démarré avec des Converse, des Levi's, des New Balance, des Timberland, des Caterpillar. C'est des marques qu'on est parti séduire avec le ton. On faisait beaucoup de guérilla, ce qu'on appelle le stunt marketing. Donc on osait, on était un peu des oufs, on y allait franco. Et c'est des opérations qu'on filmait et on avait tout de suite compris le côté viral, soit le côté pour les RP, ou le côté pour la blogosphère. Et c'est devenu après les influenceurs, évidemment on connaît. Donc ça a démarré comme ça. Et puis effectivement, on a eu des gens comme Otakos qui ont vu, ils ont vu le patrimoine, l'héritage qu'on avait. Ils ont dit ok, eux... ils parlent la même langue que nous, ils connaissent la rue, ils connaissent l'univers. Après, c'est pas qu'on s'est embourgeoisé, mais on a d'autres types de clients. On fait aussi des clients pour les enfants. Crayola, des crayons de couleur, le groupe Goliath, qui est un groupe de jouets, des assurances, des banques. En fait, on a beaucoup, si on prend les 4 entités, en plus les 4 agences, on a une centaine de références dans des secteurs très différents. B2B, B2C, des startups, des grandes boîtes, des boîtes un peu plus petites. Mais effectivement, il y a quand même un ticket d'entrée. On ne va pas travailler pour des toutes petites PME, quoi. Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que tu fais avec ces marques-là pour qu'on comprenne bien ton métier? Alors, on spoil un peu le livre, parce que j'imagine que tu vas me poser la question après. Et c'est vrai qu'au cœur du livre, on retrouve la méthode conceptorienne. On a notre propre méthode. C'est comme ça qu'en fait, on a eu du succès et qu'on a réussi à avoir la chance de créer un collectif avec plusieurs agences. En fait, nous, ce qu'on aime... Alors, on peut rentrer par plusieurs biais. On peut faire un événement, on peut faire un spot de pub, on peut faire une campagne d'influence. Mais nous, le Graal, et d'ailleurs, à un moment donné, je parle d'une méthode qui s'appelle le Graal dans le livre. Pour nous, le Graal, c'est de créer un concept avec un naming fort. Par exemple, la prise de la pastille pour Kickers, ou Pau Pipo pour Danette, ou le billard Grolschlandais pour Grolsch. Et à partir de ce nom, qui reprend tout l'ADN de la plateforme de marque, du manifesto, de la brand house, tout est évidemment encapsulé pour raconter l'histoire en 360. Évidemment, on le passe au crible avant tout du social first, c'est-à-dire de se dire, est-ce que c'est socialisable? Mais on se pose aussi ce que je dis dans le livre, les double edge questions. Alors nous, les questions, c'est what, when, where, why. Nous, chez Conceptory, ça va être le C de copyright. On va se dire, est-ce que c'est influençable?
Est-ce que c'est socialisable? Est-ce que c'est médiatisable? Est-ce que c'est RPisable? Est-ce que c'est... voilà. Et en fait, on va tirer le fil comme ça, de se dire, il faut que ça soit stretchable, liquide, à fort potentiel pour la marque. Et en général, dès que je donne le nom, je le dis dans le livre, quand on prend par exemple la première OP, on a démarré comme ça, si on prend Kickers, à peine je lui avais dit à la directrice marketing la prise de la pastille, bah, il y avait le côté révolutionnaire. D'ailleurs, ça porte bien le nom pour démarrer avec Revolution Story. Tout de suite, elle m'a dit « Ok, j'ai capté, très bien ». Et elle était déjà emballée de raconter l'histoire avec moi. Et elle-même, elle avait des idées de dire ben voilà ce qu'on va faire dans les boutiques et voilà ce qu'on va faire en interne. Voilà, donc ça veut dire... Tu peux expliquer rapidement la pastille pour que les gens comprennent bien s'ils n'ont pas la référence? Alors, ben évidemment, en fait, on parle de la Bastille et en fait la prise de la Bastille, donc le côté révolutionnaire. Et en fait, là, la pastille, Kickers, le logo, c'est 2 pastilles. C'est ça. Une rouge, une verte, pour reconnaître le pied, pour différencier le pied droit du pied gauche. Et on a fait ce clin d'œil-là parce que dans l'ADN de Kickers, il y a toujours eu un petit côté, on va dire, cours de récréation, mais un peu révolutionnaire. C'est pas la marque hyper douce et lisse pour enfants. C'est une marque avec un tempérament. Donc, quand on a dit on va trouver un concept, il fallait que ça colle à cet héritage de la marque. C'est ça, ça part d'un concept et derrière tu fais toutes les campagnes qui s'en suivent. Donc le livre, Revolution Story, la promesse, comment utiliser les réseaux sociaux pour renforcer votre marque, créer des concepts inoubliables et obtenir une audience de fans engagée. Effectivement, ce qui va changer la donne dans ton métier, ça fait 15 ans que tu as cette agence Conceptory. Toi, quand tu es arrivé dans le métier, tu as grandi dans un monde où il n'y avait pas Internet et quand tu es arrivé, il y a Internet qui arrive en même temps. Donc, ça a tout changé dans le milieu de la pub. Est-ce que tu peux nous expliquer l'origine de ce livre et qu'est-ce que tu racontes dans ce livre par rapport à l'histoire d'Internet dans la pub? Écoute, c'est hyper drôle ce que tu me racontes parce que c'est encore une anecdote que je dis dans le livre, c'est que moi, j'ai fait mes classes dans des grandes agences de pub. Quand j'ai voulu ouvrir mon agence de pub, en fait, c'était les balbutiements de Facebook. Le livre, c'est à l'occasion des 20 ans des réseaux sociaux. 2004, Zuckerberg, Facebook, 2024. Donc, il était temps, après 2 décennies, de faire un vrai bilan et de se poser les questions de comment c'était avant les réseaux sociaux. Donc, je rends hommage à la grande publicité. Il y a, je pense que tu as vu dans le livre, il y a Ardisson qui ouvre le bal et qui est pas tendre, hein, d'ailleurs, il a créé beaucoup de slogans. Et puis, on retrouve Mercedes Serra de BETC, Georges Mohamed Chérif de Buzzman, Nicolas Bordas de TBWA. Vraiment, je raconte comment c'était avant, le patrimoine. Éric Bousquet de Business, c'est que des gens qu'on connus, à qui on doit beaucoup. Et je rends hommage d'ailleurs à un monsieur de Culture Pub, hein, Christian Blachas, CB News. Ça, c'était comment c'était avant. Et puis, je crois ouvrir une agence de pub. Et au moment où j'ouvre mon agence, eh ben, en fait, c'est l'explosion de Facebook. Il y a une agence que j'avais repérée qui s'appelle We Are Social, Sandrine Placeroux, qui a ouvert le bureau en France parce que c'est né en Angleterre. Elle a ouvert l'agence en France. C'est la première agence en France où, en fait, elle a l'appellation agence social media. Alors, pour les jeunes qui nous écoutent, où aujourd'hui, ça va tellement vite, c'est pour ça que je voulais faire un point. Parce qu'à un moment donné, on se dit, bah ouais, bah non, ça existe depuis très... Non, bah, il y a 20 ans, il y avait des agences de pub classiques, des agences médias, des agences de RP. D'ailleurs, chacun voyait le social media et s'est dit, tu sais, dans la communication, on est quand même des filous et des malins. Évidemment qu'on va là où il y a de l'oseille, là où il y a de l'argent, et on essaie de repérer un nouveau territoire, comme ça peut être aujourd'hui le NFT, la crypto. Tout de suite, on va aller repérer un nouveau territoire. Mais il n'y avait pas d'agence réellement 100% social media. Donc, je crois ouvrir une agence de pub. Et en fait, on va tomber, c'est Astérix, quoi. On va tomber dans la marmite. On va découvrir ça. Donc, au début, je raconte les prémices, comment c'est au tout début. C'est organique, c'est pas vraiment payant. Puis après, il y a des applications, tu fais des jeux. C'est très texte, puis ça va devenir photo, puis après, ça va devenir vidéo. Je raconte vraiment l'épopée. Donc, c'est une fresque historique. Comment c'était avant, comment c'est depuis 2004. Donc, les 20 ans d'évolution. Et on finit sur comment ça sera demain. Donc, c'est vraiment le livre, il est découpé en 3 parties. Avant, pendant, après. Et justement, j'ai parlé de la promesse. La promesse, elle est très terre à terre. Il y a un objectif clair pour le lecteur. Mais ce livre, il est bourré de références. Il est pas chiant à lire. Il est vraiment cool. Il est vraiment fun comme livre. Est-ce que déjà, on peut parler du titre? Est-ce que tu peux nous expliquer l'origine du titre? Tu parlais de Christian Blachas. Je crois qu'il y a un lien avec Revolution Story. Bah, en fait, Revolution Story, c'est né dans ma tête. J'ai 3 mots qui m'habitent. Les 3 mots, c'est le rêve, parce que c'est un rêve de faire ce métier. On est dans un métier, quand je vois des métiers durs et compliqués, de sauver des vies et d'être dans des métiers à l'usine
Et on fait un métier de créativité, on travaille pour beaucoup de marques, on s'inspire, on est dans beaucoup de tendances, on rencontre des gens, on a des cadeaux, enfin, c'est extraordinaire comme métier. Donc, il y a ce côté rêve, il y a le mot évolution, parce qu'en fait, la publicité, c'est un métier qui évolue. Mais alors, là, dans les réseaux sociaux et dans l'influence, l'algorithme, les tendances, les trends, en fait, en un mois, tu es balayé si tu n'as pas suivi. C'est-à-dire que même là, tu pars en vacances, tu as quand même intérêt à regarder 2-3 newsletters, à regarder un peu, à te faire un résumé quand tu rentres. Les algos, ils changent vite. Donc, le mot évolution, il est fondamental d'avoir ça. Et je voulais qu'il soit au centre du livre. Donc, tu as rêve, tu fais le début de la parenthèse, évolution qui est au centre. Et le mot story, j'étais obligé de le mettre parce que je raconte l'histoire des marques. Et évidemment, c'est le nom de toutes mes agences. Il y a un clin d'œil à la story, tu l'as compris. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment l'histoire du livre. Et en fait, Christian Blachas, il m'a inspiré au tout début, déjà, le nom de Conceptory. Ouais. J'ai eu la chance, moi, quand j'étais petit, je regardais Culture Pub. Ouais, c'est ça, Christian Blachas, donc patron de CB News, Culture Pub. Voilà. Qui est décédé, mais à chaque fois je lui rends hommage, je lui fais 3-4 punchlines dans le livre, parce que c'est quelqu'un qui a marqué beaucoup de gens. Il a marqué mon enfance. Je chantais les pubs, je les connaissais par cœur. J'allais à l'école, on faisait des battles devant l'école avant qu'elle ouvre, et on faisait Juva bien, c'est Juvamine, quand c'est trop Pico. On connaissait vraiment toutes les pubs. Aujourd'hui, ça se posait la question, et c'est l'idée du scrolling face au zapping. On en parlera après, parce que Ardisson s'est fait une petite battle là-dessus. Mais c'est vrai que je vais déjeuner avec Christian Blachas. Je vais avoir cette chance de le connaître petit à l'écran, Culture Pub sur M6. Après, je vais devenir étudiant, BTS, école de commerce. On va me dire, il faut acheter CB News. Et on va me mettre en cours, on va me mettre des émissions de CB News, de Culture Pub. Donc effectivement, j'ai grandi là-dedans. Et quand je vais me lancer, je vais démarrer du côté effectivement média à un moment donné, et je vais avoir la chance de collaborer avec lui. Il va se prendre d'affection pour moi, et en fait, il va commencer à mettre dans son agenda des déjeuners, souvent le vendredi, où il me disait « Ouais, Ilouz, allez, viens déjeuner avec moi ». Et donc, on allait dans un restaurant à Boulogne avec lui. Et il y a une anecdote qui va me toucher, c'est qu'à chaque fois, il me faisait des blagues. C'est un mec qui a une culture... Et un jour, il me dit « Tu sais pourquoi Twingo ?» Je dis bah, « Non, je ne sais pas ». Et il me dit bah, « Twingo, en fait, c'est la voiture qui danse dans la ville. » Je dis « Ok ». Je dis « Mais quel est le rapport ?» Il me dit bah, « La danse, le twist, le tango, Twingo. » Et moi, je suis jeune, tu vois, j'ai genre 25 ans. Je suis « Waouh, putain, le mot hybride, putain, avec 2 mots, c'est fort, comment tu peux encapsuler ?» Et donc, je vais prendre le mot concept, le mot story, je vais faire Conceptory. Et de là... Sans Conceptory, il n'y aurait pas ce livre aujourd'hui. Donc Revolution Story, c'est un clin d'œil aussi à tout ça. Super. Et justement, en continuant les références sur ton livre, sur la couverture, on a cette photo de toi dans une publication Instagram. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi l'histoire derrière cette photo ? Parce qu'on te voit avec un téléphone en train de zapper. Ça, c'est une photo qu'on a eue avec Jigji, avec évidemment les éditeurs. On se pose toujours la question de la couverture. C'est important. Le key visuel, c'est comme en publicité. Hein. Qu'est-ce que tu retiens de la symbolique du key visuel ? Et on s'est mis une pression de dire mais comment on peut raconter tout ça à travers un visuel ? On a fait une couverture très pop, rouge, avec Revolution Story, qui a été fait d'ailleurs par un grand artiste, par Nasty, donc qui est quelqu'un c'est un publicitaire à la base. Hein. Dernièrement, il était effectivement chez Publicis. Et il vend des tableaux. Moi, j'adore le street art. Et donc, il a accepté de me faire la couverture. Et ça, je tiens à le remercier d'ailleurs. C'est extraordinaire comme cadeau. On est né dans le même quartier, hein, aux Olympiades, dans le 13e arrondissement. Après, on s'est retrouvés à la Young Hero Bicam. Donc, moi, je démarrais, j'étais stagiaire. Donc, c'était génial de la suite de l'histoire qu'ils puissent faire ça. Et pour revenir à cette photo, en fait, évidemment, tu cherches le côté social media, puisque c'est un livre qui parle du social media et de l'engagement des communautés. Comment tu symbolises le social media ? Là, on a un post Instagram. C'est quand même, on va dire, le réseau phare au moment où on se parle, hein, évidemment. Et on l'a mis en noir et blanc parce que justement, avec cette couverture qui était colorée pop, comme on revient aussi sur le passé, on voulait avoir avoir effectivement cette ambivalence
entre le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui. Et dans la main, on ne sait pas si je tiens une télécommande. Donc ça, c'est l'hommage à la télévision, j'allais dire le vieux monde, mais le monde des grands médias historiques. Et à la fois, c'est aussi, ça peut être mon téléphone. Bon, alors maintenant, je te dis la vérité, c'est mon iPhone, c'est mon téléphone. C'est ça. Mais ça prête à confusion. Au départ, en fait, pour tout te dire, on voulait louer un studio et faire un vrai shooting hyper propre, hyper sain. Au final, venez comme vous êtes. Je suis en t-shirt noir comme aujourd'hui. Et on l'a fait en interne. C'était une maquette que je voulais montrer à mes éditeurs. Et finalement, on s'est dit tous les trois, on s'est dit, mais c'est parfait. Et le côté brut, qui est le côté un peu des réseaux sociaux aujourd'hui, on s'est dit, ben c'est ça, allez, on garde, c'est dans la boîte. Je pensais que j'allais te lancer sur la punchline que tu nous sortais souvent, qui est que le scrolling est le nouveau zapping. Ben, effectivement, à un moment donné, quand j'ai la chance de prendre un verre, et il m'a accordé quand même 1h30, Ardisson, dans un hôtel, dans son fief. Donc, je vais passer un moment avec lui en tête-à-tête. Déjà, sans le livre, tu peux pas avoir une histoire pareille. Donc, j'étais comme un gosse. Je me dis, mais c'est extraordinaire qu'il m'accorde. C'est gentil, hein, je tiens à le remercier. Vraiment, il m'a dit oui. D'ailleurs, les 20 invités, donc il y a 20 invités pour les 20 ans, les 20 invités ont dit oui. Et c'est vraiment, il y a 20 noms hyper dingues. Et effectivement, là-dessus, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais la punchline, le scrolling, le nouveau zapping. Effectivement, lui, c'est le roi de la télé. Et en fait, lui, il avait inventé. Il avait ce moment du zapping télé qu'on retrouve d'ailleurs, on retrouvait dans pas mal d'émissions différentes, même sur Canal+, dans différentes émissions, il y avait le zapping. On retrouvait le meilleur de la télévision. Et effectivement, j'arrive et je lui dis, je sais pas, ça m'est venu en parlant avec lui, en prenant un verre, et je lui dis, est-ce que le zapping aujourd'hui, c'est pas le scrolling ? Et il va me regarder et il me dit, c'est vrai que tu as raison. Avant, on zappait les chaînes de télé, donc ça reprend la couve. On zappait les chaînes de télé, la 1, la 2, la 6, le truc, le câble et tout. Rapidement, tu étais dans ton canapé. Aujourd'hui, tu es dans le même canapé. Tu as ton écran avec la verticalité. Et cette immensité, tu regardes beaucoup de contenu. Et donc, le thème du livre, c'est comment tu émerges dans tout ça. Comment tu tires ton épingle du jeu dans ce flux continu des réseaux sociaux. Donc, comme tu le disais, 20 ans de réseaux sociaux, 2004-2024, 20 personnalités que tu as fait intervenir dans ce livre, 3 parties, avant, maintenant, après. Ardisson commence ce livre. Comment ça se passe pour inviter Ardisson à intervenir sur un bouquin ? Est-ce que tu le connaissais avant ? Comment se passe la rencontre ? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ? Écoute, on est dans un métier de réseau. On a de la chance de travailler avec des médias, avec des partenaires. Donc, tu sais, c'est la fameuse histoire de l'ami d'un ami. Donc, il y en a sur le livre, il y en a 4-5 que je connaissais personnellement. Donc, je leur ai demandé en direct. Emmanuel Vivier, du Hub Forum, Hervé Bloch, des Big Boss. Donc, il y avait comme ça Daniel Beau, qui est pour moi un des grands du brand content. Donc, il y avait des gens que je connaissais. Puis après, il y avait des gens que je ne connaissais pas du tout, type Myriam Roche. Je lui ai écrit sur LinkedIn. D'ailleurs, petite anecdote, avant de parler des stars et des célébrités, où il a fallu que j'ai un stratagème pour aller les contacter. La force des réseaux sociaux dans ce livre, c'est de se dire que sans les réseaux sociaux, sans LinkedIn, il n'y aurait pas ce livre. Parce que Jigji m'a contacté, si on dit toute la vérité, m'a dit, voilà, on aimerait faire un livre sur la pub, sur la communication, le marketing. J'ai reçu un message privé et effectivement, en lisant ça, en disant, voilà, est-ce que tu serais ouvert d'écrire un livre ? Et la discussion a démarré comme ça. Sans les réseaux sociaux, sans LinkedIn, il n'y aurait pas la rencontre. Donc effectivement, je vous remercie vraiment très fort là-dessus. Et pour revenir les personnalités, Georges Mohamed Chérif, je le connaissais aussi. Après, voilà, Mercedes Serra ou Ardisson, je voulais les avoir. Je ne les connaissais pas personnellement. Et il y a toujours quelqu'un qui va me mettre en relation. Donc là, il se trouve que Hervé Bloch, c'est le président des Big Boss. Les Big Boss, c'est un des plus gros événements du business, marketing comme digital. Donc, je lui ai demandé, est-ce que tu connais pas des grands noms ? Et il m'a dit, écoute, Mercedes Serra. Je lui ai dit, bien sûr, évidemment que si tu peux lui faire un petit mail. Et donc, il m'a mis en relation avec elle. Et Ardisson, en fait, je le dois. Est-ce que Magnéto Serge, ça parle à du monde ? Moi, oui. Bon, il se trouve qu'en fait, Serge Calfon, qui est évidemment à la réalisation des émissions d'Ardisson,
fidèle auprès d'Ardisson. Moi, je connaissais Serge par les métiers de la prod, parce qu'on tourne des pubs, on est dans ce métier-là. Donc, j'ai demandé à Serge. Et Serge m'a dit, écoute, moi, ce que je peux faire, c'est je te donne les coordonnées de l'assistante, et puis à toi de te vendre. Et donc, d'ailleurs, je la remercie, Fanny, qui a été d'une grande aide. Et tout de suite, j'ai donné mon coup de cœur. Il venait de faire il avait fait un documentaire, L'âge d'or de la publicité. C'est un documentaire de dingue. Je conseille à tout le monde de le regarder. C'est 3-4 heures extraordinaires sur les meilleures pubs. C'est un régal. Mais c'est un régal et c'est commenté par lui. C'est hyper punchy. Et en fait, quand j'ai vu ce documentaire, déjà, je savais qu'il avait créé Business avec Éric Bousquet. Je connaissais les slogans. Hein. On lui doit Knorr, j'adore. Il y en a tellement que La Paire, il n'y en a pas deux. Carglass remplace. Enfin, c'est quand même foudroyant comme ces slogans. Et des fois, d'ailleurs, certains ont pu rire en disant ouais, c'est des méthodes mémotechniques un peu rapides. Moi, j'aime tout style de communication du moment que c'est efficace et bien fait. Eh ben, il y en a, ils se prennent pour des grands créatifs. On va parler sûrement des Lions. On va parler notre arrivée du lancement au Cannes Lyon. C'est bien la belle pub, mais des fois, la belle créativité, tu as un beau spot qui coûte des millions, il est diffusé 3 fois au cinéma et il disparaît, on ne s'en rappelle pas. Donc les mecs, ils se sont fait plaisir. Eux, 15 ans après, leur pub, leur slogan, ils sont toujours là. Ouais. Donc il y a cette efficacité qui était énorme. Justement, les Cannes Lyon, donc c'est le festival de la publicité. Il y a le monde entier qui se rejoint à Cannes pour l'occasion. Tu as pu présenter ton livre là-bas. Comment ça s'est passé ? Franchement, on a eu un plan de promo de lancement. Pour résumer, on a réussi à faire les Cannes Lyon. Je vais en parler. On a fait les Big Boss, où j'étais invité d'honneur dans les Big Boss. Et on a eu énormément de retombées presse, avec une presse qui est... Alors bien sûr, on aura sûrement une presse beaucoup plus grand public. Mais là, au moment du lancement, au moment où on se parle, moi, je voulais être salué par mes pairs, j'ai envie de dire. C'est-à-dire la presse marketing, médias, digital. Donc ça, on pourra évidemment en discuter. Sur les Lions, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a Pascal Cume dans le livre. Et Pascal Cume, c'est le président de l'International Advertising Association, l'IAA. Et en plus de ça, il a une boîte de prod qui s'appelle Sunglasses, où chaque année, pendant les Lions, il fait un événement. Moi, j'avais l'habitude de venir au Cannes Lyon, souvent en tant que média, et j'étais proche, je faisais beaucoup d'événements chaque année créatifs pour une ONG qui s'appelle ACT, l'Advertising Community Together, dont Hervé Declercq, le fondateur de ACT et de Ad Forum, est dans le livre. Donc j'avais l'habitude déjà de venir à Cannes. Donc j'avais 2 des personnalités, entre Pascal Cume, qui a un studio et qui couvre Cannes pendant toute la semaine, avec des soirées, des événements, des petits-déj, des prises de parole, et à la fois Hervé Declercq, qui fait une exposition, une remise d'awards. Donc j'avais ces 2 personnes dans le livre. Donc évidemment, Cannes, il y avait moyen d'y aller. Et j'ai envie de dire, on n'a pas fait le in, on n'était pas dans le palais à recevoir des awards. Hein. Là, on venait en tant qu'auteur. On avait salué toute la profession avec des personnalités hommes et femmes extraordinaires. Donc, je suis venu, moi, de manière hyper sympa, hyper friendly. Vous étiez avec moi à la maison d'édition. Et on a passé un moment extraordinaire puisque Pascal Cume nous a proposé de faire notre propre lancement. Donc, il nous a donné les clés de son lieu. Donc, on était au M Gallery, l'hôtel du groupe Accor. Et on a pu faire un lancement d'un apéro qui s'appelait l'apéro de Mika. Pour le lancement du livre, il y avait des très belles personnalités, des médias, énormément de marques. Et c'était pour moi une aubaine de dingue. Mais comme les Big Boss. Hein. J'avais l'habitude d'aller au Big Boss pour aller pitcher face à des marques. Tu peux nous expliquer ce que c'est les Big Boss comme événement ? Alors, les Big Boss, pour moi, les Big Boss, c'est comme le Tinder de la communication, du marketing. C'est une rencontre. En fait, il y a un algorithme qui fait que il y a les marques d'un côté et tu as les partenaires, donc agences, médias, supports, prestataires de l'autre. Et en fait, il faut matcher, un peu comme sur les applis de rencontre. Et donc, les marques rentrent ce qu'elles cherchent dans les briefs, voilà, des mots-clés, social media, influence, data, intelligence artificielle, elles mettent ce qu'elles viennent chercher. Et de l'autre côté, il y a les partenaires avec les métiers qu'ils font. Et donc, là-dessus, il y a des coups de foot qui se font.
Donc après, tu te retrouves avec 10, 15, 20 rendez-vous en speed dating sur place. Ça, c'est les grandes messes. Il y a la summer, il y a la winter. Donc, évidemment, ça, c'est les grands temps forts. Maintenant, tu as aussi des verticales dans l'année, spéciale beauté, spéciale santé, spéciale automobile. Cet événement-là, c'est quand on prend la summer, la winter, il y a 600-700 personnes qui sont là. Et tu as des présidents, des directeurs marketing, tu as toutes les grandes marques qui sont là. Donc, effectivement, c'est un événement phare qui dure 3 jours avec des conférences, des débats, des soirées, des awards. Donc, c'est un gros événement du domaine. Moi, j'avais l'habitude de venir pitcher. Et là, évidemment, Hervé Bloch me dit, cette fois-ci, tu es auteur, tu arrives avec du contenu. Ok, je suis dans le livre, mais ton livre, il couvre énormément de métiers que les gens viennent chercher au Big Boss. Tu parles d'influence, tu parles de brand content, tu parles de RP, tu parles de médias, tu parles de branding, ça va intéresser beaucoup de monde. Est-ce que tu veux faire un partenariat avec nous, de pouvoir faire une masterclass? Donc, on a fait une masterclass le dimanche matin. Donc, ils m'ont laissé le micro à la TEDx et on a fait. Il y avait pas mal de marques qui étaient là, c'était génial. Donc, j'ai parlé du livre Comment engager les communautés. On a fait un apéro, on a donné le livre à 70 personnalités clés. On a pu donner un livre blanc aux 600 personnes qui étaient là. Donc, dès qu'ils arrivaient, ils avaient le livre blanc avec leur billet de train. Donc, gros contenu, gros lancement. Donc, non, ravi. Les gens de la profession l'ont salué ce livre, mais pour les personnes qui nous regardent et qui sont intéressées par les métiers de la pub, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on trouve dedans, globalement, au-delà de ces 20 intervenants, au-delà de ce monde d'avant, de ce monde de maintenant, de ce monde d'après, toute l'histoire de la pub? Concrètement, qu'est-ce que ça apporte au lecteur comme bénéfice? Très bonne question. En fait, déjà, je pense pour ceux qui l'ont lu, et ça me conforte dans ce que je pense, ils me disent, tiens, c'est un livre, même si tu n'es pas dans le métier du marketing, de la communication, c'est un livre passionnant parce que toute personne qui aime la créativité ou même qui a ta propre boîte, tu dois gérer tes réseaux sociaux ou tes freelances ou tu as un magasin ou même comprendre le monde, comment il a changé. Je te donne un exemple. À un moment donné, on parle des travers aussi des réseaux sociaux. On parle des mots MAUX, les problèmes liés aux réseaux sociaux. Et on a tous un téléphone, on est tous sur les réseaux sociaux. Donc ce livre, il concerne beaucoup de monde. J'invite un psychiatre qui s'appelle Laurent Carilla, dedans, qui est très médiatisé. On le voit beaucoup à la télé, beaucoup à la radio, beaucoup dans la presse. Et il vient de sortir un livre qui s'appelle Addict ou pas. Juste déjà, ce chapitre-là où on parle des travers, l'anxiété, la dépression, le FOMO, la nomophobie, la cybercriminalité, ce rapport qu'on a aux réseaux sociaux, juste ça, je crois qu'on est tous intéressés par savoir est-ce que c'est normal d'être angoissé des notifications, de ne pas capter, de ne pas avoir de Wi-Fi, d'être submergé par rapport à la relation qu'on a avec les réseaux sociaux. On parle de l'image de la femme, entre autres avec Mercedes Serra dans son chapitre sur l'image de la femme liée à l'influence dedans, pour le meilleur, on appelle ça pour le meilleur et pour le pire. Donc, il y a beaucoup de thèmes dans ce livre. Donc, on trouve beaucoup de sujets liés aux réseaux sociaux, liés à l'influence. Maintenant, si je dois te résumer la thèse du livre, au final, c'est comment engager les communautés. Comment émerger quand on est une marque. Et pour moi, une marque, ça peut être aussi un individu. Le personal branding, quand demain tu dois vendre tes services, même si tu es freelance ou que tu es une petite entreprise, c'est pas que pour les grandes marques. Demain, tu dois émerger sur ton compte LinkedIn ou ton petit... Enfin, tu as 2 magasins ou des prestations à offrir. Tu veux émerger sur Instagram ou sur TikTok. Comment tu fais? Comment on te donne les clés? Alors, tu as toujours un livre qui donne les 10 tips. Tu sais, c'est un peu les livres comment pour les nuls et pour comment améliorer ça. Mais franchement, c'est pas glamour. Moi, j'ai voulu faire un livre où j'ai lu tellement de livres théoriques. Vous le savez, on en a énormément parlé. Et j'ai dit, mais je veux pas du tout faire un livre que pratico-pratique. Il y a beaucoup de méthodes dans le livre. Je donne beaucoup de clés pour y arriver et gérer ses réseaux sociaux et améliorer son branding, améliorer son image de marque. Parce que, en fait, dedans, pour engager sa communauté, il y a il y a du travail à faire. Et le travail, c'est déjà de dire, qu'est-ce que la marque raconte? Est-ce que dans l'image, elle est jolie? Est-ce qu'elle est bien accompagnée dans son image de marque, dans son positionnement? Qu'est-ce qu'elle raconte en storytelling? Après, je donne des clés en termes d'économie d'échelle, sur la volumétrie. Quand tu dois émerger sur les réseaux sociaux, il faut poster quand même si on se dit less is more et qu'aujourd'hui, il faut mieux faire moins, mais mieux, on a quand même, à la différence avant, on faisait une page de presse.
une campagne d'affichage et la marque était sauvée. Toi. Bon, aujourd'hui, le nombre de stories, de reels, de posts, de carousels qu'il faut faire pour émerger, c'est toutes les semaines, tous les mois. Donc, je donne des clés sur comment prendre le taureau par les cornes et prévoir une stratégie social media et d'influence pour vraiment embarquer la communauté, l'engager, parce que c'est bien d'être vu. Mais si à un moment donné, on parle aujourd'hui des like brands, c'est-à-dire qu'une marque aujourd'hui, c'est pas simplement une love brand, elle doit pas être aimée et aimable, elle doit engager la communauté et la communauté doit se l'approprier. C'est finalement, dans le livre, tu sais, je parle des CIP, c'est la Community Important People, un peu comme les VIP avant. Et dedans, en fait, ce que je dis, c'est le social power. C'est de dire, une marque, elle doit comprendre qu'elle doit engager la communauté, que la communauté sont des ambassadeurs et qui construisent la marque avec elle. Ils font partie du patrimoine et de la valeur ajoutée de la marque. Premièrement, pourquoi ? Parce que la communauté peut créer pour toi. Demain, tu es à la plage, tu es content d'Havaianas, tu prends des photos de toi avec des tongs, voilà, tu les envoies hashtag Havaianas, voilà, ben Havaianas récupère de l'UGC, donc c'est de l'user generated content, de la création de contenu finalement gratuite. Et plus la marque, finalement, elle a des ambassadeurs, elle est aimée, plus la communauté est énorme et c'est un peu du média quasiment organique et gratuit. Donc ça a une force virale et un potentiel planétaire par rapport à des médias classiques. Tu le sais très bien. Avant, il fallait prendre une page de presse en France, en Italie, sur un autre continent, la même en télé, la même en radio, avoir des gros plans médias. Il fallait de l'argent, il fallait avoir une organisation. Aujourd'hui, avec un compte, tu peux toucher la planète entière, avoir la viralité. Donc je parle de ce travail sur comment embarquer. Et ok, il y a des travers, mais c'est aussi magique. Franchement, quand on arrive à faire des choses très belles, il y a beaucoup de réussite. J'imagine que tu vas me parler des DNVB, donc les Digital Native Brands, ces marques qui n'existaient pas il y a 10-15 ans et qui ont tout raflé. Mais comment elles ont fait ? Elles ont travaillé leur communauté. Il y a des marques aujourd'hui qui se sont créées grâce aux réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des marques qui ne sont pas sur les réseaux sociaux ou qui les utilisent très peu ? Qu'est-ce que tu leur dis à ces marques-là ? Moi, je leur dis, réveillez-vous. En fait, je leur dis, réveillez-vous. Alors, tu as toujours une marque, d'ailleurs, demain, dedans, je parle d'une marque de cosmétiques qui a décidé de ne plus être sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est son choix. Et tu as toujours, comme ça, une marque qui va dire, moi, j'aime pas l'image. Mais franchement, si on vit avec son époque, qu'on vit avec son temps, et qu'à un moment donné, on doit faire des choix même budgétaires, on a plus la tendance de marques qui vont de moins en moins sur des grands médias parce qu'elles n'ont plus les moyens, parce qu'il faut traquer, parce que les KPI, donc les objectifs multipliés par 2 avec des budgets plutôt dans une crise, dans des difficultés divisées par 2. Donc comment tu fais ? Les réseaux sociaux et l'influence, ça c'est lié. Hein. Les réseaux sociaux et l'influence te permet quand même d'obtenir énormément de viralité, de faire du social selling, de pouvoir faire la notoriété, de pouvoir embarquer les communautés. Donc, à ta question, est-ce qu'il y a des marques qui ne sont pas présentes sur les réseaux sociaux ? Tu as des marques qui sont has-been, patrimoniales, à l'ancienne, industrielles, nées dans les années 50, les années 30, qui arrivent encore à vivre sans les réseaux sociaux. Je pense que rapidement, ces marques dans le futur seront amenées à mourir. Après, prenons les marques qui vivent avec leur temps et qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont compris. Dans le livre, à un moment donné, moi j'ai plein de punchlines. Il y en a une, et je dis le bon, la brute et le truand. Et en fait, c'est une dédicace donc, au western, et moi j'ai renommé ça le bon, la brute et le passant. Et le bon, la brute et le passant, je dis les 3 catégories de marques de comment elles se comportent sur les réseaux sociaux. Tu as le bon qui fait tout bien, hein, c'est-à-dire que il fait du community management, il a la bonne créa et il fait des ads. C'est le fameux triptyque du CAC. Création, ads, community management. Lui, il a tout bon, bravo, c'est les bons. Là, évidemment, tu retrouves des grandes marques, des multinationales. Je ne sais pas si on peut les citer, mais évidemment, tu as des Coca, tu as des Apple, tu as des marques comme ça, des Dyson et autres qui ont compris. Après, tu as évidemment la brute, c'est celle qui va mal. C'est-à-dire, elle y va comme une brute, quoi. Elle y va en disant, il faut y aller, alors je vais mettre beaucoup d'argent, mais le visuel, il n'est pas beau. La créa, elle n'est pas adaptée. Des fois, c'est ce que je dis comme anecdote.
C'est, je retrouve, nous, quand on fait des audits, on a des marques, je te jure que c'est vrai, hein, elles prennent une campagne d'affichage ou une campagne de presse, elles le découpent salement, elles en font un post fixe, mal découpé. Des fois, tu n'as même pas la phrase, tu as un visuel coupé sur les réseaux sociaux. Tu vas me dire, mais ça existe ça dans les grandes marques? Oui, ça existe. Je te promets que ça existe. Et des grandes marques qu'on retrouve en supermarché. Donc, regardez des marques alimentaires, des marques d'hygiène, des marques de jardinage, des très grands noms, des marques de surgelés. Voilà, en fait, la liste, elle est longue, hein. Et c'est des marques encore qui vivent voilà, dans des grands groupes. Et c'est le côté, j'achète ce produit un peu, c'est un peu un produit de première nécessité. Donc, je l'achète parce qu'il me faut de la javel ou il me faut du savon. Mais demain, avec tous les DNVB qui se lancent eux-mêmes et qui font de la javel, du savon et d'autres trucs, ben, elles vont être dégommées. Parce que ces marques-là, elles vont vivre dans le côté communautaire. On en parle avec Gilles Babinet dans le livre. C'est les modèles communautaires. Comment les DNVB, et d'ailleurs, c'est le fameux combat, ce que je dis dedans, on parle d'ubérisation. Et moi, dedans, je reviens en disant, ouais, Uber est arrivé un peu après, mais si on remet l'église au centre du village, en tout cas, eh ben, on a Facebook qui arrive en 2004, qui est quand même arrivé quelques années avant. Et en fait, Facebook va travailler ce côté social et communautaire. Le côté je like, je partage la communauté. Et tu as beaucoup, si on fait le jeu de regarder toutes les DNVB ou les GAFAM, et voilà, ça va inspirer beaucoup de monde dans les musiques, les applis de musique qu'on écoute, dans les Airbnb, dans toutes ces marques de marketplace. Bah, elles ont un côté je like, je partage, j'ai ma communauté. Donc effectivement, c'était essentiel de faire ce bouquin pour marquer 2 décennies. On parle de grandes entreprises, de grandes marques. Tu parlais aussi tout à l'heure de personal brand, donc des individus tout seuls qui vont se lancer sur les réseaux. Qu'est-ce que toi tu conseillerais? Toi, sur quel réseau tu es? Souvent, quand on veut se lancer, on se dit quelle plateforme, qu'est-ce que je poste, quelle régularité. Comment tu fais toi sur tes réseaux à toi? Écoute, Parce que je le précise aussi, avec Conceptory, ça fait 15 ans que tu as cette agence de pub. Tu as passé 15 ans à bosser pour des marques. Là, tu as enfin t'as bossé pour toi là, sur ce livre-là. Comment toi tu bosses pour ta marque à toi personnelle? c'est intéressant parce que tu as raison. En fait, c'est la première fois de ma vie. Et d'ailleurs, ça me fait bizarre. C'est comme si tu te mettais à nu, en fait. C'est-à-dire que pour la première fois, le concept, c'est pas pour une autre marque. Le concept, il est pour nous. Il est pour les agences, ou en tout cas, il est pour mon livre, ou j'ai envie de dire pour moi. C'est-à-dire d'avoir un livre qui est un concept en soi. C'est un ovni. C'est un concept. J'y ai mis tout mon amour, toute ma passion. Je l'ai fait en 9 mois. C'est les 9 mois où ma femme était enceinte. Donc elle, il y avait l'enfant avec elle et il y avait à la fois mon petit bébé personnel. C'était d'accoucher de ce livre. Donc je l'ai traité comme une campagne client avec, comme je disais, une image, un Kiwi, un plan promo. On a utilisé des outils, donc les réseaux sociaux, de l'influence, une soirée, des événements, des RP. On a mis tout ce qu'on sait faire pour les agences, on l'a mis au cœur de ce livre. Ça, c'est la première chose. Après, dans ta question, tu me disais, si tu peux me la recentrer. Personal brand, comment toi tu gères ta personal brand, tes réseaux sociaux? Et ça, c'est intéressant que toi, tu me poses cette question-là. Je vais répondre évidemment pour moi, parce que pendant le Covid, je suis tombé amoureux de LinkedIn. Et c'est vrai que moi, je suis pendant le Covid, on était tous à se dire, bon, à un moment donné, on avait le stress, évidemment, on ne savait pas ce qu'on allait devenir, mais on avait quand même du temps de regarder des tutos, des démos. Je ne sais pas si vous vous rappelez tous cette époque-là, mais on disait, ah, là, j'ai pas eu le temps de faire ça, je vais peut-être me faire quelques tutos et tout. Et moi, en fait, ça faisait très longtemps que je voulais m'intéresser à LinkedIn. Et je me suis mis des webinars. En fait, j'ai été, c'est gratuit, hein, j'ai été par le biais de LinkedIn ou de personnalités, regarder les tips et regarder comment on fait. Et c'est vrai que je suis passé de 400-500 personnes. Au moment où on se parle, là, on est quasiment dans les 28 000, je crois. Donc, j'ai travaillé maintenant des prises de parole où je prends la parole minimum 2 fois par semaine avec un personal branding parce que le buzz amène le biz. Et le fait de travailler ta marque, ta personnalité, effectivement, on m'écrit, on m'envoie des briefs. Je reçois des CV de talents, donc dans le côté marque employeur. Donc déjà, c'est toujours bien, parce que les gens me voient, donc ils m'envoient des CV pour les agences, des talents. 2, il y a des demandes de partenaires, donc c'est très bien. 3, des journalistes, des médias, parce que pas vu, pas pris, pas acheté, dans ce qu'on se disait. Donc à un moment donné, effectivement, il y a une autre phrase de Blachas qui dit, il dit « L'art, c'est fait pour être beau, la pub, c'est fait pour vendre ». Et quand tu te mets en avant, et on voit bien que dans beaucoup de marques,
la personnalité se met en avant. C'est pas pour citer Afflelou ou énormément de marques où il y a une personnalité qui se met en avant. Moi, j'avais du mal à le faire. C'est pas évident de se mettre en avant. Mais à un moment donné, il faut vivre avec les codes de l'époque. Je me suis dit, attends, j'arrête pas de le faire pour les dirigeants, pour les présidents, pour les directeurs marketing, pour les directions générales, les COMEX, les CODIR. Je leur dis, voilà, mettez-vous en avant. On fait des campagnes avec des influenceurs. Là, il était temps, effectivement, mais je voulais avoir un vrai sujet. Et je ne pouvais pas le faire avant parce que j'avais pas ma ligne éditoriale. Et d'ailleurs, on a préparé le terrain au fur et à mesure avant de lancer le livre. Pendant qu'on écrivait le livre, en parallèle, on faisait monter la sauce et le teasing. En disant, voilà, on prépare quelque chose. Et moi, je posais les premiers thèmes pour embarquer, évidemment, une communauté. Mais ce qui est drôle dans ce que tu me demandes, c'est que vous avez dans cette maison d'édition, vous avez un roi du personal branding, puisqu'on a la même maison d'édition, donc Alec Henry, qui a écrit Les Nouveaux Entrepreneurs avec Jigji, et qui a un podcast qui s'appelle Le Déclic, que j'ai la chance de faire. Donc effectivement, je pense, comme on a la même maison d'édition, il a repéré le lancement du livre, il adore les business stories, il adore les success stories, les réussites, et c'est vrai qu'il m'a contacté pour faire le podcast, et j'ai kiffé. On a passé 1h30 ensemble, c'était diabolique. Et là, c'était moi qui parlais, mais après, j'ai eu la chance de parler en off avec lui, et je pense qu'on aura sûrement des choses à faire ensemble. Et moi, j'ai étudié son personal branding à lui. Maintenant, il vend beaucoup de métiers, de conférences, de prises de parole, d'accompagnement. Il est très, très bon en personal branding. Moi, je suis hyper humble. Et d'ailleurs, dans le livre, tu prends un Nicolas Bordas ou un Gilles Babinet ou un Georges Mohamed Cherif, c'est des milliers de followers dans un cadre hyper professionnel. Là, on n'est pas avec l'influence grand public dans la beauté ou dans la food. On est avec des gens qui parlent métier, qui arrivent à avoir des 200 000 followers en embarquant des communautés. Donc voilà, mais effectivement, ça m'intéresse parce que je réalise que les gens, il faut qu'ils viennent aussi pour toi. D'ailleurs, grâce à ce livre, vous m'aviez dit, tu verras, la perception des gens, elle va changer. Le fait d'être auteur, on va te voir comme un expert. Et depuis ce livre-là, la masterclass au Big Boss, les Lions à Cannes, les articles de presse, sur LinkedIn, déjà, ça fait du bien d'avoir des gens qui disent bravo, j'aime votre livre, et d'avoir des commentaires sur Amazon. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller mettre des avis parce que c'est hyper important. Déjà, ça fait du bien pour l'auteur. Mais effectivement, c'est comme ça les gens, on est dans un travail de confiance. Ouais. Les influenceurs, c'est le biais d'avoir la confiance. Donc, effectivement, quand on met des avis, ça permet d'avoir effectivement la confiance des autres. Donc, si vous avez aimé le bouquin, et j'ai eu là des premiers retours dans les avis Amazon ou sur les réseaux sociaux ou les journalistes qui m'ont dit franchement, le livre, j'ai appris plein de trucs, il est super, il est pop, il est rock, il est créatif, il y a un ton. Et c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Les avis Amazon, c'est le bouche à oreille 2.0. Clairement, tu parlais aussi d'influenceurs. Les influenceurs, aujourd'hui, l'image qu'on en a, en tout cas qu'on en avait, c'était un peu influenceur télé-réalité. C'était pas très glamour, les influenceurs. Mais comme tu le dis, il y a des influenceurs dans ce livre, dans des thématiques très nichées. Et avec le personal brand, on peut aller chercher des grosses audiences finalement avec des sujets plutôt nichés. Donc c'est hyper intéressant. Et effectivement, toi, ton personal brand, tu l'as travaillé exactement comme tu travailles avec tes marques, donc on peut le voir là sur la table. Il y a des goodies, parce que je vois que là, il y a des tote bags, il y a plein de choses. Ouais, il y a le t-shirt. Ouais. Non, franchement, j'ai travaillé là-dessus, mais j'ai une phrase, moi, un mantra qui dit « être intéressant avant d'être intéressé ». Et ben c'est pareil pour les goodies et le branding. Le nombre de fois que tu as eu des goodies dans des salons, dans des événements, on te donne une casquette, un t-shirt, un truc, tu vas dire « ok, même pas en rêve, je le mettrai ». Tu le prends et tu ne te vois pas le mettre. Je me suis dit, là, bon, après, on a la chance, hein, je le redis, ça a été fait par Nasty. Ouais. Donc, quand tu as un logo qui est un mélange de grave, de pop, franchement, j'ai envie de dire, il déchire. J'ai envie d'en faire un tableau pour les bureaux, franchement, je te jure. Et là-dessus, j'ai dit, voilà, il faut qu'on ait quelque chose, qu'on ait envie de le mettre. Donc, quand il m'a fait ce logo-là, Nasty, il était tellement charmé, tellement bien ce logo, que là, j'ai ouvert la boîte de Pandore. On en a fait des mugs. Donc, effectivement, les mugs pour les bureaux. Alors, c'est très bien pour les podcasts parce qu'on la joue pro, mais j'en ai fait pour les gens des bureaux pour que, comme ça, quand on prend un café, ça permet d'embarquer aussi toute l'équipe. Et d'ailleurs, je remercie mon agence qui m'a beaucoup aidé
à écrire ce livre où je leur ai demandé leur avis et les best cases et autres. J'en ai fait une casquette parce que j'adore les casquettes. Donc effectivement, j'étais obligé d'avoir une casquette, mais une casquette qu'on a envie de mettre. Hein. Donc là, je sais pas si je peux mettre la casquette pour conclure. D'ailleurs, je l'avais à Cannes quand on me croisait sur la croisette parce qu'il y avait quand même un peu de soleil. C'était pas mal d'avoir le t-shirt ou la casquette. Pareil pour le t-shirt. En termes de personal brand à Cannes, tu avais le t-shirt, la casquette, le livre dans les mains avec ta tête sur le livre. Il y avait un petit effet. En fait, c'est l'homme pancarte. Tu sais, des années 50 à la Mad Men, l'homme de pub. D'ailleurs, Mister Pub. On parlait de Mister Pub à l'époque. Il était à la télé dans une émission de variété. Et en fait, on a décliné. On en a fait des marque-pages parce que la story, un marque-page pour le livre. Moi, je les découvre seulement, je veux mon marque-page. Si tu peux m'en donner un, je le mets tout de suite dans le livre. Je vais en partant, je vais t'en donner un. Je le récupère. Il est beau d'ailleurs, franchement, je le dis pour les gens qui vont regarder ça, si on a des demandes, et il y en a certains qui veulent avoir des marque-pages dédicacés, et par moi, et j'essaierai d'avoir des marque-pages dédicacés par Nasty, avec grand plaisir, vous nous écrivez. En fait, on fait un deal. En commentaire. Un commentaire ou un avis Amazon est un marque-page. On a fait des tote bags aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, se balader avec un tote bag, le nombre de fois que j'ai eu des tote bags, je repense à des exhibitions, à des salons où le truc, tu le mets pas. Là, je voulais que ça soit une marque. Ouais. Et franchement, à tel point que c'est une marque, que 2 anecdotes. La première, les gens, ils m'ont arrêté dans la rue. Donc Cannes, tu parles de la croisette. On m'a dit, soit des professionnels m'ont dit, mais c'est toi ça ? J'avais le livre, j'avais le truc. Les gens l'avaient vu de manière iconique. C'est-à-dire, ça avait marqué les esprits sur les réseaux sociaux ou en articles de presse. Ou sinon, j'ai eu quand même des gens dans des cocktails ou dans des soirées privées ou le week-end qui m'ont dit, allez, chambée la marque, on peut l'acheter où ? Et ça, je me suis dit, ça vaut quelque chose. Donc, c'est vrai que ce livre, c'est le début d'une aventure extraordinaire. Et moi, je voudrais remercier et toi, Clément, et Erwan, et toute l'équipe qui m'a écrit à écrire le livre. C'est-à-dire, évidemment, dans la maison d'édition, il y a toute mon équipe, tous mes clients, tous les partenaires. Il y a eu énormément de bons. D'ailleurs, je remercie beaucoup de monde dans le livre, là-dedans, beaucoup de médias. Et je remercie aussi les gens autour de vous. Parce qu'il y a des fautes d'orthographe, il y a de la syntaxe, il y a quand même un travail d'impression. Donc, je remercie vraiment tous les gens qui nous ont accompagnés. C'est une sacrée histoire d'écrire ce livre. Et je ne savais pas, pour conclure, parce que je pense qu'il faut arriver à une conclusion. Pour conclure, vous m'avez dit, tu sais, quand tu vas sortir ce livre, tu vas voir, c'est le début d'une belle histoire. Je me suis dit, bon, c'est normal qu'ils disent ça, maison d'édition, ils vendent leur paroisse, c'est normal. Et là, il n'y a pas un jour qui se passe, on ne me dit pas, tu veux faire un podcast, est-ce que tu veux intervenir dans une école, voici un brief, interview média, est-ce que tu veux venir prendre la parole dans un salon, il y a une masterclass, une entreprise qui veut que je vienne prendre la parole devant les employés. Et ça m'a connecté avec un monde de dingue. Et même le grand public, je le redis, c'est un métier ingrat, la publicité, on travaille pour les autres, on a des fois pas beaucoup de merci, alors qu'on crée la valeur pour les marques, c'est pas pour envoyer un pic à mes clients, on est payé pour ça. Mais certains nous disent merci, d'autres, effectivement, on a ce métier et c'est dur. Là, ce qui est extraordinaire, c'est que pour la première fois, j'ai eu des compliments de ton livre, il est super, il est top, et c'était bien. Et on l'a traité comme une marque, et à la fois des gens à titre personnel. Donc là, je parle des lecteurs, et je finis là-dessus. Moi, je trouve ça hyper chelou de me dire, il y a des gens qui payent 20 € à moi, à la maison d'édition, mais qui payent pour écouter mon histoire et l'histoire, évidemment, des personnalités qui sont avec moi. Mais quand même, il y a 200 pages sur les 300, sur plus de 300. Parce que, quand même, le livre, il est dense, il fait 315 pages à peu près. Il y a des gens qui payent et qui vont après m'écrire en me disant ça m'a touché, tu m'as donné la niaque, tu m'as éclairé, ça m'a permis de mieux comprendre les réseaux sociaux, je vais en parler avec mon fils et ma fille. Première fois de ma vie que j'ai ça. Et ça fait du bien. Donc, mot de la fin, je conseille à tout le monde d'écrire un livre. Évidemment pour ça, et je ne dis pas que c'est pour gagner de l'argent absolument, avant tout, introspection personnelle, se poser. Moi, d'ailleurs, j'étais invité chez Bismart
Ouais. Et Aurélie Planex, la présentatrice, qui a lu le livre et qui avait des questions magnifiques, à un moment, elle me dit, t'es à mi-carrière, ça fait 20 ans que t'es dans le métier, est-ce qu'il n'était pas temps, finalement, à mi-carrière, de sortir un livre et faire un vrai bilan, une introspection sur toi? Donc, réponse, oui, il était grand temps. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que je vais m'arrêter là avec un livre? Déjà, on va s'occuper de cette promo, mais évidemment que ça donne envie. C'est-à-dire, le jour où ça s'arrête et que tu rends le manuscrit, quand tu as écrit pendant 9 mois, toutes les nuits, les week-ends, les vacances, que tu as pris le goût de la plume, quand tu es dépossédé et que ça s'arrête, à la fois, ça fait du bien, mais à la fois, tu as envie de continuer parce que c'est un travail de veille, de réflexion, d'intellect. J'ai arrêté même de scroller ou de regarder des séries pour me plonger là-dedans, aller lire d'autres livres, aller étudier ce qui se faisait, des études, marketing, dialoguer avec des gens. Ça fait un bien fou. Donc, merci, Jigji. Tu conseilles à tout le monde d'écrire un livre. Moi, je conseille à tout le monde d'acheter ce livre. Il est disponible donc à moins de 20 euros, 19,90 €, disponible sur Amazon en version papier comme ça ou en version numérique qu'on peut acheter tout de suite. Et il est disponible, je sais, à la commande dans toutes les librairies de France. Donc, si vous voulez acheter Revolution Story de Michael Illouz, c'est tout de suite. Il est sorti le 3 juin et ce n'est que le début de l'histoire, comme on se disait. Et merci à toi pour ce moment. Écoute, je terminerai avec une image comme ça, elle est fixe, parce qu'en fait, je suis un peu malheureux parce qu'hier, on a perdu au football. C'était France-Espagne hier. C'était France-Espagne, on a perdu au football. Donc, on a perdu une coupe. Et moi, c'est mon trophée. Donc, je me console avec le livre. C'est mon award. Et pour une fois, c'est pas un award pour un grand prix, pour une marque. Cette fois-ci, c'est pour moi. Et merci en tout cas à tous ceux qui nous suivent et qui vont écouter ce podcast même. Juste Merci. déjà l'écouter. Merci à toi et on attend vos commentaires si vous voulez avoir le marque-page.